Avec nous sur ce plateau, l'ancien ministre Jean-Pierre Chevènement, sénateur du territoire de Belfort, président du mouvement républicain et citoyen. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Pierre Chevènement, vous avez présenté ce matin à la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, dont vous êtes donc le vice-président, un rapport d'information sur le désarmement, la non-prolifération nucléaire et la sécurité de la France. On va en parler dans un instant. Juste une actualité avec l'annonce cet après-midi d'un accord sur le financement de l'avion de transport militaire A400M. C'est un feuilleton qui durait depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? C'est une excellente nouvelle. Il était temps de trouver un accord et je me réjouis de voir que les États ont accepté de mettre 3,5 milliards, EADS prenant le reste à sa charge. Ce sera un très bel appareil, très utile pour le transport à longue distance. Et je crois que c'est une bonne nouvelle pour la France et pour l'Europe. Ça a été un peu dur pourtant. Ça a été dur parce que... Oui, parce qu'on avait prévu que cette A400M allait être réalisée en 7 ans. Or, en général, il faut 10 à 12 ans pour réaliser un appareil très complexe au demeurant. Et disons que l'allongement des délais entraîne forcément des surcoûts. Alors l'inquiétude du monde sur la prolifération nucléaire, ou en tout cas les risques, est-ce que finalement, au travers d'un an de travail, vous avez été aux États-Unis, vous avez rencontré beaucoup d'experts, de dirigeants, le monde est plus dangereux aujourd'hui qu'il y a 20 ans au moment de la chute du mur de Berlin? Je ne dirais pas ça. Je pense qu'il faut le savoir, les arsenaux nucléaires ont diminué de plus des 2/3 depuis le pic qui avait été atteint à l'époque de la guerre froide. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est une bonne chose. Alors, il est vrai que, pour avoir une idée claire, les États-Unis et la Russie concentrent quelque chose comme 23 400 têtes nucléaires. Et tous les autres, ensemble, France, Grande-Bretagne, Chine, Inde, Pakistan, Israël, 1100 têtes nucléaires. Donc, vous voyez, la priorité est quand même à la négociation d'un accord américano-russe qui traîne, qui se fait attendre, mais qui devrait intervenir incessamment. D'après ce qu'on en sait, c'est une réduction de l'ordre de 20% du nombre de têtes étalée sur 7 ans, et par conséquent, d'autres étapes seront nécessaires. Alors, il y a d'autres zones d'inquiétude. On pense bien évidemment à l'Iran. Il y a eu, la première année de la présidence Obama, une politique de la main tendue. Puis on voit maintenant la Maison-Blanche qui tient un langage plus ferme avec menace de sanctions à la clé. Ça veut dire que la première phase n'a pas marché. Est-ce que la deuxième sera plus efficace? Alors là, vous abordez un problème qui est celui de la non-prolifération. Le traité de non-prolifération, TNP, qui est entré en vigueur en 1970, donc distingue entre les États dotés, dont je vous parlais, dotés d'armes nucléaires, et puis les autres, qui ont renoncé à acquérir l'arme nucléaire, avec comme contrepartie l'accès aux formes civiles de l'énergie nucléaire. Et avec l'Iran, nous sommes dans cet entre-deux, c'est-à-dire que l'Iran a décidé d'enrichir de l'uranium. On ne sait pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas de programme civil évident. Donc on soupçonne que l'Iran veut se doter d'une arme nucléaire. Elle a produit actuellement quelque chose comme 1700 tonnes d'uranium faiblement enrichi, ce qui permet de faire un engin nucléaire. Donc on n'est pas encore à la veille où l'Iran aura un arsenal comparable à celui même de la France ou de la Grande-Bretagne. Alors quelle peut être pour vous l'attitude efficace par rapport à ça? Je pense qu'il faut maintenir la pression sur l'Iran. Les sanctions dépendent du Conseil de sécurité de l'ONU et au Conseil de sécurité de la Chine, qui est aujourd'hui la plus réticente. Je crois qu'il faut négocier avec la Chine, avoir des arguments solides, forts, puissants, qui puissent convaincre les Chinois d'avoir une attitude de pression sur l'Iran. Donc c'est par l'intermédiaire de la Chine qu'on peut agir. Car je pense qu'on peut amener l'Iran à souscrire, par exemple, au traité d'interdiction des essais, au traité dont la négociation va commencer, d'interdiction de fabrication de matières fissiles à usage militaire. On peut l'amener à ratifier le protocole additionnel de l'AIEA qui permet des inspections très intrusives. Et puis on peut créer, je dirais, une sorte de juridiction AIEA sur l'usine de Natanz, de telle manière que le combustible ou l'uranium faiblement enrichi qui y est produit puisse être destiné au marché international,
puisqu'il n'y a pas de débouché actuellement en Iran. Mais ça suppose qu'on convainc l'Iran. Donc c'est plutôt de la force de conviction que des sanctions ou de la menace. Non, mais vous savez, c'est tout ça ensemble, je dirais, d'une certaine manière. L'Iran est un pays dont la société aspire à une certaine normalisation de ses relations avec l'extérieur. Bon, le gouvernement actuel est en proie à de grandes difficultés. Donc c'est là-dessus qu'il faut jouer. Je voudrais qu'on parle un moment de la France, parce que... Alors, je n'ai pas du tout parlé de ce que je crois être le cœur du rapport, c'est la possibilité d'aller vers une zone de basse pression nucléaire, à travers les 2 traités d'interdiction que j'ai évoqués, qui permettent de limiter qualitativement les arsenaux. C'est l'interdiction des essais, on ne peut plus faire d'armes nouvelles, et puis l'interdiction de la fabrication de matières fissiles, qui permettent de les limiter en quantité. Donc ça, c'est 2 outils très puissants, et puis il faut poursuivre la négociation américano-russe, et puis naturellement, il faut conforter le TNP, qui est quand même, à mes yeux, et quoi qu'on dise, un grand succès. Car Kennedy, dans les années 60, disait il y aura 25 pays qui auront accès à l'arme nucléaire, peut-être 30 en l'an 2000. Et actuellement, nous en sommes à 8. 9 si on compte la Corée du Nord, qui n'a que des engins non opérationnels. Un dernier mot de politique, ces derniers jours marqués par des nouveaux signes d'ouverture de la part de Nicolas Sarkozy sur des nominations stratégiques, la Cour des comptes, le Conseil constitutionnel. Vous approuvez ? Écoutez, je pense que ce sont des hommes de qualité qui ont été choisis. Il n'y a pas que des hommes de gauche, hein. Monsieur Barrot n'est pas un homme de gauche, mais d'une manière générale, je trouve que ce sont des gens qui apporteront quelque chose. Donc, personnellement, ça ne me choque pas. Qu'il y ait parmi eux Monsieur Barrot, Monsieur Haenel, des gens qui soient de chauds partisans de la construction européenne et qui se retrouvent au Conseil constitutionnel, vous qui avez quelques réserves sur la façon dont tout ça s'est passé, ça vous gêne pas ? Il y en aura d'autres qui seront peut-être plus scrupuleux quant au respect des prérogatives du peuple français, c'est-à-dire l'exercice de sa souveraineté. Je pense par exemple à Monsieur Charras. Merci en tout cas Jean-Pierre Chevènement d'être venu sur ce plateau. Dernière séquence de ce 18h.